Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons laissé Hitler de retour dans son régiment, et nous allons reprendre là. Donc, du 13 au 14 octobre, le 16e régiment est dans une tranchée sur la colline près de Wervik, juste au sud d'Ypres, où ils sont bombardés pendant de nombreuses heures au gaz. Le gaz moutarde s'infiltre lentement dans les masques à gaz, qui ne sont pas faits pour durer autant de temps. Donc c'est pas comme les masques d'aujourd'hui, donc au bout de quelques heures, à un moment donné, le masque ne fait plus d'effet. Donc à 7h du matin, le lendemain, Hitler rentre dans l'abri pour récupérer le message qu'il doit livrer. Au moment où il part, il s'effondre. Donc il est quasiment aveugle, et il est envoyé à l'arrière. Donc il est envoyé tout d'abord dans les postes de secours au château de Dalle-du-Mont, et où justement après, comme il voit que c'est dû au gaz, il l'envoie dans un hôpital spécialisé à Pasewalk. Donc Pasewalk qui s'occupe des gens atteints du gaz et aussi des gens atteints de stress post-traumatique. Sachant que justement, c'est pour ça que les historiens ils ont dit mais pourquoi il n'a pas été à Bruxelles, ils avaient un hôpital spécialisé pour les attaques au gaz, et pourquoi l'avoir envoyé si loin? C'est parce que aussi derrière son attaque au gaz, il y a une espèce de dépression qui commence à naître. D'où certains diront qu'il a été aveugle justement à cause de sa dépression. Ce qui peut arriver quand les gens sont soumis à un certain stress, peuvent devenir aveugles. Donc là, il semblerait pour Hitler que ce soit justement les gaz qui lui ont brûlé les yeux, et que justement son stress est venu après. Donc il faut savoir qu'aussi, le jour de son jugement, en 1924, pour le putsch raté, les juges poseront la question, est-ce que Hitler avait été victime d'attaque au gaz? Et Hitler dira, oui sûrement, j'ai été affecté par les gaz des Anglais. J'ai été presque aveugle pendant un moment, plus tard mon état s'est amélioré. Mais en ce qui me concerne, ma profession d'architecte était finie. Je me considérais comme un infirme complet, et je n'ai jamais cru que je pourrais un jour relire un journal. Donc voilà, c'est pour dire Hitler, lui, quand il a perdu un peu l'usage de sa vue à cause des gaz, bon, il a complètement cru que c'était la fin, d'où l'état de stress. Et justement, dans Mein Kampf, il dira « À l'automne 1918, nous nous tenons pour la 3e fois sur le terrain que nous avions pris d'assaut en 1914. Le village de Comines, qui nous servait autrefois de base, se trouvait maintenant dans la zone de combat. Bien que peu de choses aient changé dans le quartier environnement lui-même, les hommes étaient pourtant devenus différents. D'une manière ou d'une autre, ils parlaient maintenant de politique. Comme partout ailleurs, le poison de chez nous faisait son effet ici aussi. Les jeunes brouillons qui y succombèrent complètement. Ils venaient directement de chez eux. Dans la nuit du 13 au 14, les Britanniques ont lancé une attaque au gaz sur le front sud d'Ypres. Ils ont utilisé le gaz jaune, dont l'effet nous était inconnu, du moins par expérience personnelle. J'étais destiné à en faire l'expérience cette nuit-là. Sur une colline au sud de Wervik, dans la soirée du 13 octobre, nous avons été soumis pendant plusieurs heures à un bombardement intense avec des bombes à gaz, qui s'est suivi toute la nuit avec plus ou moins d'intensité. Vers minuit, un certain nombre d'entre nous ont été mis hors service, certains pour toujours. Vers le matin, j'ai également commencé à ressentir de la douleur. Elle augmentait à chaque quart d'heure. Et vers 7 heures, mes yeux étaient brûlants. Alors que je reculais et que je livrais la dernière dépêche que j'étais destiné à porter dans cette guerre, quelques heures plus tard, mes yeux étaient comme des charbons ardents, et tout était obscurité autour de moi. Donc voilà, alors on a Hitler qui parle bien de sa blessure au gaz, qui a complètement brûlé. Donc, encore une fois, Hitler a réagi en conséquence avec ses émotions. Donc, il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, il interdira les gaz de combat. Parce que, premièrement, c'était interdit dans la Convention de Genève et il voulait pas, justement, aller contre la Convention de Genève, du moins pour les pays qui l'ont signée, et aussi pour son expérience personnelle. En sachant que, en octobre 1944, Goebbels et Ley ont persuadé Hitler d'utiliser des gaz de combat, mais ils ont insisté en disant que c'était contre les Russes. Et Hitler, bon, il était pas partant, mais en réfléchissant, il s'est dit, c'est vrai que si je dois utiliser des gaz de combat pour stopper l'avancée des Russes, ça l'a fait un peu réfléchir. Donc, en sachant que, même si les gaz de combat ont été interdits par Hitler, il y avait quand même 3 usines en Allemagne qui travaillaient sur les gaz de combat pour justement prévoir au cas où les Alliés auraient attaqué avec des gaz, pour pouvoir répondre. Donc, les nouveaux gaz que eux ils ont inventés, qu'ils auraient pu utiliser, c'était le gaz tabac et le gaz sarin.
en sachant que justement ces gaz auraient fait des gros dégâts parce que il n'y avait rien qui pouvait protéger les soldats à cette époque contre ce genre de gaz. En sachant que justement, Speer, le ministre de l'armement, dira à Hitler que bon, vu que là la guerre était finie, il était en train de perdre, ça servait à rien d'utiliser les gaz, parce que les autres, les alliés, les auraient utilisés aussi. Et il a demandé justement d'arrêter la production de ces gaz pour justement, parce qu'ils n'avaient plus assez de ressources en matières premières pour ces gaz et que ces matières premières étaient plus nécessaires pour le service médical. Donc Hitler refusa, dira de continuer quand même de travailler sur ces gaz, en sachant que Speer n'obéira pas à cet ordre. Donc il arrêtera la production de gaz. Entre guillemets, il faut savoir que Hitler donnera des ordres et qui ne sont pas toujours suivis. Donc on pense que Hitler, on voit tout de suite un dictateur, dès qu'il dit quelque chose, c'est fait. Il faut savoir que il y a énormément de choses qui se passent, on verra par la suite, qui font que quand Hitler des fois donne un ordre, des fois l'ordre n'est pas suivi, et que les chefs en font qu'à leur tête. Et par exemple, pour la radioactivité, pour tout ce qui est bombe atomique, les Allemands ils avaient un projet aussi, et Hitler, lui, il demandera justement d'arrêter de mettre du financement dans ses projets en disant, entre guillemets, que c'était de la science de juifs, et il voulait pas entendre parler de la bombe atomique. Et là, Speer a fait l'inverse. Bien que Hitler lui a dit d'arrêter, il a continué dans le projet, en sachant qu'il dira lui-même qu'ils avaient quasiment 2 ans de retard par rapport aux Alliés. C'est entre parenthèses. Donc alors, c'est dans son hôpital que Hitler apprendra l'armistice. Donc pour en finir sur son régiment de combat. Donc alors, mort au combat, 48 officiers, dont un médecin, 244 sous-officiers, 2084 soldats. Portés disparus, 2 officiers, 13 sous-officiers, 178 soldats. Morts par maladie ou accident, 1 officier, 14 sous-officiers, 114 soldats. Prisonniers, 32 officiers dont 6 médecins, 237 sous-officiers, 1387 soldats. Donc, en sachant que ces chiffres, comme vous pouvez l'imaginer comme d'habitude, d'un historien à l'autre, ça change. Donc ça change pas de grand chose, mais bon, les chiffres changent un petit peu. Donc alors, dans le régiment d'Hitler, les personnes connues qui ont combattu dans son régiment, il y a Eugène Roth, un poète, blessé en octobre 1914 et retiré du front, à cause d'une blessure qui est très grave. Albert Wenzgerber, peintre, mort au combat le 10 mai 1915 près de Lille. Fritz Wiedemann, qui est capitaine d'Hitler. Donc lui deviendra l'aide de camp d'Hitler entre 1935 et 1939. À partir de 1939, il devient consul aux États-Unis, et dès que l'Allemagne déclare la guerre aux États-Unis, il est envoyé en Chine pour être consul. Il sera jugé au procès de Nuremberg, où il sera relâché en 1948. Donc il y a Rudolf Schmude, qui était lieutenant à l'époque, et qui deviendra général pendant la Seconde Guerre mondiale. Il mourra suite de ses blessures après l'attentat du 20 juillet 1944. Il y a Adalbert Wimmenauer, peintre, mort le 17 septembre 1914. Donc Rudolf Hess, qui sera, on pourrait dire, le second d'Hitler, aura fait une petite mission avec le régiment d'Hitler. Donc ça prend avec des pincettes, parce qu'il n'est pas du régiment d'Hitler, il aura juste fait une petite mission avec, et il dira justement qu'il a vu un caporal avec une croix de première classe, et que justement, ce caporal, ce sera Hitler. Juste la question qu'il faut se poser, c'est qu'au moment où il dit qu'il a rencontré Hitler, Hitler n'avait pas encore reçu sa croix de fer première classe. Donc c'est une information à prendre avec des pincettes. Donc après il a Max Amann, donc le sergent Hitler, qui est au milieu, donc, que Hitler tient par le bras. Donc lui il accompagnera Hitler dès ses débuts dans la politique, et il prendra même part au putsch d'Hitler. Il finira en prison avec Hitler, et il semblerait que c'est même lui qui ait donné l'idée à Hitler d'appeler son livre Mein Kampf. Qu'on verra par la suite, Hitler voulait l'appeler autrement. Donc il deviendra le plus important patron de presse sous le régime nazi, et il sera sous les ordres de Goebbels. Donc il aura amassé une grosse somme d'argent, et il sera arrêté par les Alliés et condamné à 10 ans de travaux forcés, lors du procès de Nuremberg. Il mourra le 30 mars 1957 à Munich dans la pauvreté la plus totale. Donc voilà, c'est pour parler un peu des gens connus qui sont passés par le régiment d'Hitler. En sachant que je vais en citer 2 autres qui, eux, ont parlé d'Hitler dans des termes qui sont un peu plus près de la réalité. Donc il y a Michel Scheuhuber, donc social-démocrate, syndicaliste depuis 35 ans. Lui témoignera en faveur d'Hitler, donc ce qui a surpris énormément de gens.
parce qu'il n'était pas du même parti politique. Donc il dira « Je connais Hitler depuis le départ pour le front du 16e régiment bavarois. J'ai connu Hitler comme un bon soldat et un camarade irréprochable. Je n'ai jamais vu Hitler tenter d'éviter un devoir ou un danger. J'ai fait partie de la division du premier au dernier jour, et je n'ai jamais rien entendu de mal sur Hitler. Ni à l'époque, ni après. J'ai été étonné de lire plus tard des choses défavorables sur le service d'Hitler en tant que soldat dans les journaux. Je ne suis pas du tout d'accord avec Hitler sur les questions politiques, et je ne donne ce témoignage que parce que je respecte hautement Hitler en tant que camarade de guerre. » Donc voilà, encore une information qu'Hitler aurait fait son travail, tout simplement, parce que là c'est même dit par un opposant politique, alors qu'il aurait pu dire des bêtises sur Hitler, et on l'aurait cru. Et le second, c'est Alexander Moritz Frey, qui a été médecin en fait, rattaché au 16e régiment, donc il a vu Hitler plusieurs fois. Donc lui dira « Bien que nous ayons été affectés à des tâches différentes, nous nous sommes rencontrés assez souvent. Sortis de nos compagnies, nous avons tous deux été affectés au QG régimentaire. En tant que subordonné, Hitler devait apporter des nouvelles au QG du bataillon. Les affirmations selon lesquelles il était lâche sont fausses. Mais il n'était pas courageux non plus. Il n'avait pas le sang-froid requis. Il était toujours alerte, prêt à l'action, complice, très soucieux de lui-même. Toute camaraderie était une façade mise en place pour se rendre populaire et faire forte impression. » Donc là voilà, c'est une bonne analyse d'Hitler sur le moment. Donc comme il disait, il faisait simplement son travail, il allait là où on le disait, et il ne faisait pas d'acte de courage. Comme je disais, quand il a vu les blessés, il les a pris parce qu'il était là, il passait par hasard où d'autres ont été, donc il les a suivis. Quand on demandait des volontaires, bon, il est allé, mais c'est plus aussi parce qu'il faut savoir que Hitler, il tient pas vraiment en place. Il faut toujours qu'il bouge ou qu'il fasse quelque chose. Et voilà, après, donc, comme il dit, Hitler, il est soucieux de ce que les gens ils peuvent penser de lui en le regardant ou sur ses actes. Donc il fera toujours des choses irréprochables pour faire beau aux yeux des gens. En gros, on verra un peu après, dans les autres vidéos, que le caractère d'Hitler, c'est à peu près ça. Donc cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.